Simone de Beauvoir, qu'est-ce que c'est que vieillir exactement? Oh, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est pour ça que j'ai écrit un livre de 600 pages pour essayer de l'expliquer. Je ne pourrais pas vous répondre en une minute. Enfin, on pourrait dire d'abord que vieillir, c'est un phénomène organique. C'est-à-dire qu'il y a une involution des organes qui amène à un ralentissement, une diminution ou même une disparition des principales fonctions biologiques. Ceci est lié à des conditions économiques et sociales, c'est-à-dire que du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement ou il s'y met de lui-même. Donc vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie terrifiante, étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias, c'est cela? Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. À la contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable, mais en réalité elle les traite comme les parias, c'est-à-dire qu'en effet elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien si elle leur donnait des moyens de vivre décents. Mais elle ne les leur donne pas du tout, et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards qui sont des indigents, considérables en France aussi bien qu'en Amérique. Vous dites que la société occidentale traite les vieillards comme des parias. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose, par exemple, dans les sociétés socialistes comme la Russie soviétique? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a en Russie soviétique une moindre différence entre le salaire du travailleur et la pension qu'il touche après sa mise à la retraite. Il y a aussi des maisons de retraite qui sont sinon plus confortables, mais du moins qui sont plus agréables parce que les vieillards y trouvent des possibilités de réunion, de distraction, de discussion, tandis que chez nous, on ne fait vraiment, sauf dans une quantité infime, mais dans l'ensemble, on ne fait vraiment rien pour permettre aux vieillards, une fois qu'ils sont dans les hospices, dans les asiles, dans les maisons de retraite, leur permettre de s'occuper, de se réunir et de peupler ces loisirs dont on leur fait cadeau, et un cadeau qui est bien souvent un cadeau empoisonné. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les intellectuels comme vous, comme la plupart des écrivains, vieillissent de façon privilégiée? Oh, absolument. D'abord, nous appartenons très souvent à la classe privilégiée simplement d'une manière économique, c'est-à-dire que nous avons plus d'argent, par conséquent nous ne souffrons pas les privations qui sont celles des vieillards. Mais d'autre part, il y a un fait que remarquent tous les gérontologues, c'est que plus les intérêts intellectuels sont importants, plus alors les déficiences psychologiques sont lentes à s'établir. Si vous avez une bonne mémoire, que vous savez des choses, que vous avez exercé votre mémoire, vous continuez à la garder. Et puis alors, vous avez des curiosités. C'est-à-dire que vous savez justement comment peupler les loisirs, ce qui est une chose extrêmement importante, parce que la plupart des vieillards, ce qui est tragique pour eux, c'est qu'ils meurent littéralement d'ennui. Mais alors, personnellement, Simone de Beauvoir, est-ce que ça vous paraît terrible de vieillir? Non, ça m'a semblé terrible à un certain moment de me dire je vais bientôt vieillir, et il y a un âge de ma vie qui est vraiment maintenant passé, dépassé. Ça s'est produit vers, mettons, 50, 55 ans. Je pense que cette impression d'une ligne à franchir, tous les gens, hommes et femmes, l'éprouvent à un certain moment de leur vie. Ça peut être très tard, ça peut être à 70 ans, à 75 ans. Ça peut être très tôt, il y a des gens qui se sentent vieux dès l'âge de 40 ans. Ça dépend beaucoup de la santé, des conditions économiques, des possibilités de travail, enfin de tout un ensemble de circonstances. Il y a moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'une ligne que je passais, et c'est vrai d'ailleurs. Il y a des tas de choses que je ne peux plus faire, que je ne saurais même plus, dont j'ai même plus envie, comme ces marches à pied qui comptaient tellement pour moi dans ma jeunesse. Mais une fois qu'elle est passée, cette ligne, ça y est, je ne vais pas passer mon temps à me redire qu'elle est passée. Maintenant, je vis tout de même en regardant devant moi, vers mon travail ou autour de moi, dans mes amitiés, et je ne vis plus en repensant tout le temps au temps révolu. Il y a maintenant un temps que j'ai à vivre et que je préfère employer le mieux possible, sans me perdre en regret. Malgré tout, vous n'avez pas l'impression qu'il est plus difficile de vieillir pour une femme que pour un homme? Non, parce que c'est terrible de ne plus... Oui, mais c'est terrible de ne plus plaire, par exemple. C'est un préjugé très répandu, mais c'est-à-dire que le moment où une femme pense que sa vie de femme est terminée se situe seulement plus tôt. Il y a beaucoup de femmes qui ont une crise terrible au moment de la ménopause. Quand elles disent qu'elles ne pourront plus avoir d'enfants, elles s'imaginent du même coup qu'elles ne pourront plus plaire, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais enfin, c'est très souvent à ce moment-là. Mais bon, c'est 50 ans, 55 ans, ça n'est pas encore la vieillesse. Une fois que la vieillesse arrive, alors elles sont très souvent, au contraire, habituées et plus sereines qu'elles ne l'étaient, quoique je déteste ce mot, mais enfin, plus tranquilles qu'elles ne l'étaient, quand elles luttaient encore pour rester dans le camp des jeunes femmes, tout en sachant déjà qu'elles étaient très défavorisées sur ce plan-là. Mais à quel âge vient la vieillesse? On ne peut pas dire
chiffre fixe. Socialement, la vieillesse est fixée, on pourrait-on dire, à 65 ans, puisque c'est l'âge moyen de la retraite. C'est à ce moment-là qu'on considère que les hommes doivent cesser de travailler. Alors, par assimilation, on peut dire que la vieillesse commence pour tout le monde à 65 ans. Mais la vieillesse chronologique n'est pas du tout la même que la vieillesse biologique, c'est pas la même chose pour tout le monde. Vous avez des hommes de 65 ans qui sont terriblement usés, qui sont déjà vraiment des grands vieillards, qui ont des corps pareils à des corps d'hommes de 85 ans, et vous avez des hommes de 65 ans qui sont encore extrêmement vigoureux et qui peuvent tenir tête dans des compétitions ou enfin dans des quantités de choses à des hommes de 50. Par conséquent, il y a une grosse différence et on ne peut pas dire que la vieillesse arrive à tel âge ou à tel autre. En fait, Simone de Beauvoir, cet essai sur la vieillesse est important parce qu'il constitue une somme. Peut-être je pourrais dire, sans me tromper, qu'il est à la vieillesse ce que le deuxième sexe a été à la condition féminine. Oui, c'est un peu comme ça que j'avais envisagé. C'est-à-dire que j'ai voulu étudier la vieillesse sous tous les aspects, comme j'avais étudié la femme. L'aspect biologique, anthropologique, historique, social, je veux dire l'état des vieillards dans la société d'aujourd'hui. Et puis d'autre part, j'ai étudié ce que j'appelle l'être dans le monde du vieillard, un peu ce que j'avais appelé pour la femme l'expérience vécue, c'est-à-dire la manière dont lui réagit à toute la situation, à son rapport avec son corps, avec son image, avec sa sexualité, son rapport au temps, au passé, à l'avenir, son rapport avec ses activités, ses projets, et aussi alors ses rapports quotidiens avec autrui, avec ses proches, avec tout ce qui fait avec l'argent, avec tout ce qui fait le cours habituel de la vie. Vous dites que notre société condamne les vieillards, mais si j'en crois votre analyse historique, toutes les sociétés les ont toujours condamnés. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où il n'a existé guère que des vieillards privilégiés et où les pauvres ne parvenaient pas à la vieillesse. En France, au Moyen-Âge, un homme était complètement fini déjà à 35 ans. Et alors dans ce cas-là, on ne peut même pas dire que les vieillards étaient maltraités, on ne laissait pas les hommes parvenir jusqu'à la vieillesse. Et les rares privilégiés, les eupatrides chez les Grecs et chez les Romains, les rares privilégiés qui y parvenaient, alors ceux-là, comme ils étaient riches, comme ils avaient des propriétés, comme ils étaient à la tête d'entreprises familiales importantes, très souvent au contraire, ils étaient respectés, ils étaient vénérés, pas du tout pour leur âge comme on le prétendait, mais à cause de la situation sociale dont ils jouissaient. Sauf à l'époque féodale, parce que quand la propriété devait se défendre, se gagner, surtout se défendre par l'épée, alors à ce moment-là, le père s'effaçait au profit du fils. C'est un peu l'histoire qu'on voit par exemple dans le Cid. Est-ce que vous pensez que votre livre pourrait changer quelque chose à la situation des vieillards dans nos sociétés? Malheureusement, je ne le crois pas. Je ne crois pas que les livres aient jamais suffi. Ils peuvent se faire l'écho de quelques révoltes, de quelques mouvements d'opinion. Alors à ce moment-là, ils semblent être efficaces. Mais en fait, je ne crois pas que le XIXe siècle n'ait rien changé à la condition des femmes. Il a peut-être simplement aidé certaines femmes à prendre conscience de leurs conditions. Ça, je crois même qu'il en a aidé beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de lettres. Peut-être que ce livre aidera, d'une part, les adultes et les jeunes à voir les vieillards d'un autre œil, et du même coup, à les traiter d'une autre manière. Et peut-être que ça aidera aussi les vieillards à mieux prendre conscience des raisons pour lesquelles ils vivent de la manière dont ils vivent. Mais pour l'immense masse dont le problème est d'abord un problème matériel, un problème économique, qui n'ont vraiment pas de quoi manger ni se chauffer l'hiver, il est bien évident que ce livre ne changera rien.